C'est le bout de bois le plus désiré par tous les rugbyman du monde, le bouclier de Brennus. 120 ans, quelques bosses, mais pas une ride. On en parle avec nos invités. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. 52 minutes pour 50 ans d'histoire du bouclier de Brennus avec Guy Novès. 11 des 18 titres du Stade Toulousain, c'est le plus beau palmarès du rugby français. Daniel Herrero, 4 finales, champion de France en tant qu'entraîneur en 1987, c'était avec le Rugby Club Toulonnais. Jamie Cudmore, 4 finales, champion de France en 1990 avec Clermont-Auvergne. Franck Ménel, 56 sélections en équipe de France. 2 finales, une de gagnée, c'était il y a 22 ans avec le Racing. Alexandre Audebert, 3e ligne de Clermont, 5 finales et enfin la victoire en 2010. Et enfin, le last but not the least, le dernier pas le moins important, André Boniface, champion de France en 63, il y a 49 ans, et vous avez disputé la finale de 53 face à Lourdes. Oui. Ça fait à peu près 60 ans, quoi. Mais la finale la plus importante, c'est de 63. C'est la plus belle du monde contre Dax. Les champions des Landes. C'était magnifique. En tous les cas, eh bien, cette finale contre Dax, on va la voir parce que dans les années 60, il y avait la fête des provinces, il y avait beaucoup de ferveur autour du rugby. Il y avait aussi Roger Coudert. Roger, vous êtes là, Roger, ou pas? Et dans la folie, je vais demander à demi-ouverture d'Aine de Montauban ce qu'il pense de cette finale. C'est fou. Bougez pas, Sylvain. Je te fais parler. Attendez, poussez pas. Et oui, monsieur Roger Coudert, que de passion pendant ces finales des années 60. Béziers, Agen, Pau, Bègle ou Montauban sur ces images décrochent le Brennus, toujours dans la même ferveur, pendant et après le match. Oui, Louis Blanc. Je ne peux pas approcher les joueurs de Montauban. David. Ah, pour t'avoir, mon pauvre Michel. C'est un rêve vieux de 64 ans. À Montauban, oui. Allez, bravo, Cavagnier. Merci, Roger. Heureux pour vous tous. Merci, Roger. Mais l'équipe des 30 Glorieuses, c'est le FC Lourdes. 8 titres entre 1948 et 1968. Le dernier titre, après un match nul 9-9 contre Toulon, mais remporté au bénéfice de l'essai marqué par l'ailier Jean-Pierre Latane. Une drôle de finale, vraiment, décalée de 3 semaines par les événements de mai 68. Lourdes champion, comme Mont-de-Marsan face à Dax en 1963. Ici, le stade municipal de Bordeaux, où vous entrez au milieu d'une atmosphère absolument extraordinaire pour la finale du championnat de France de rugby. Sur la pelouse en ce moment, c'est une véritable fête folklorique landaise avec des centaines et des centaines de Landais. Il y a maintenant Taureau de Fuego sur votre écran, c'est Dax qui le fait partir. Il y a également des échassiers, vous allez les voir dans quelques secondes, et ça c'est Mont-de-Marsan. Les voilà les échassiers. Et ça sent la poudre, ce match, cette finale qui sent la poudre au sens et au figuré. Car véritablement, jamais de ma vie, dans une finale, je n'ai vu une atmosphère aussi formidable. Le stade est archi-comble, il fait un soleil, non pas de printemps, mais d'été. Et vous voyez, cette véritable fête de rugby, ces gerbes d'étincelles, toutes ces danses, ces orchestres, ces banderoles. En un mot, tout ce qui représente et tout ce qui fait la grandeur et la beauté de la finale du rugby, qui, je le répète, est la grande fête du rugby français. Lasserre, un coup de pied à suivre derrière. Hop, c'est dangereux. Et non, c'est sauvé. L'essai. Il accorde l'essai. Oh, pas sûr que cet essai était valable, mais ce sont des histoires de finale. Nous repasserons l'image alors là. Il accorde l'essai. Cette année-là, Mont-de-Marsan domine Dax, éternel perdant. 2 drops, dont un d'André Boniface, une pénalité et des souvenirs pour l'éternité, avec toujours la même communion avec les supporters, les commentateurs.
Roger, vous êtes toujours là, Roger? C'est affreux, on va mourir ici, hein. C'est de la folie. Arrêtez, vous m'étouffez. C'est plus terrible que la partie. On est dans les rangs, les compteurs du sud-ouest. Merci, Michel. Ben, on va rester là parce qu'on va se faire tuer. Ah, c'est sûr qu'il y a un petit peu de ferveur quand même, André. Ça, quand même, c'est des merveilleux souvenirs. Quand même. Non, mais c'est pas un souvenir mémorable pour le jeu, mais c'est un souvenir. Battre Dax, c'est formidable. Si on avait perdu, on avait tout l'été, on était bloqué, on pouvait pas aller à la plage au Segor, au Cap-Breton. Il fallait faire le tour par Bordeaux. C'était la motivation des Montois ce jour-là. Mais pour la première fois de ma carrière et la dernière sûrement, j'ai sacrifié le jeu pour le résultat. Ça, j'ai honte, je ne l'ai jamais regardé à nouveau, la finale. Je sais qu'il y a eu une très belle passe croisée à la fin, sur laquelle on marque un essai refusé par notre ami Capel, qui avait été formidable, qui traînait 10 kilos de trop, mais bon, c'était un ami intime de Ferras, c'était dans la lignée des gros par-dessus. Mais tout ça, j'ai un peu honte d'avoir gagné, mais c'était quand même un moment de bonheur pour les Montois, pour tout ce qui allait se passer durant l'été après, quoi. Jamie, quand on voit les images avec le taureau de feu et tout, ils s'en foutent, ces Français. Ah oui, c'est quand tu vois le match à Ono à Paris maintenant, c'est autre chose, hein. Avec le taureau, le monsieur en train de courir partout, c'est un truc de fou, mais c'est beau. Guy, vous, dans les années 60, c'est plutôt l'athlé. Vous avez un souvenir encore de ces images de Sapiac ou pas du tout? Sapiac, oui, j'ai un souvenir, pas de ces finales-là, parce que j'étais un petit peu plus jeune finalement, mais de Sapiac, oui, parce que c'est resté, d'ailleurs Montauban, on se demande d'ailleurs ce que Montauban fait aujourd'hui, sorti de l'élite, hein, mais on voit que cette ferveur-là, on ne peut plus vivre des moments aussi fantastiques que ce que vivent les spectateurs, faire la fête avant le match, parce que ce qu'on voit, c'est la fête avant le match. Et Daniel, c'est les racines un peu de ce sport quand même, hein, d'aller s'ancrer dans les provinces, d'aller avec les gens. C'est les racines du rugby français, hein. De fait, la jovialité, l'enthousiasme, la générosité, l'extrême convivialité d'une finale, elle est historique, hein. Elle est historique. Les collègues Montferrandais, ils sont champions il y a 2 ans. C'était hallucinant de participation, de ferveur. Je pense que celle qu'il va y avoir en cette fin de semaine, elle aura cette tonicité, cette tonalité. Le rugby français se caractérise par cette phase de qualification assez longue, ma foi, de bonne qualité, et puis cette phase finale qui, de tout temps, a toujours été extrêmement populaire et qui a amené comme ça le festif dans le jeu, quoi. Et ça n'a pas changé. Même si aujourd'hui, la phase finale, elle est une demi et une finale, donc elle est très courte. Mais elle garde quand même cette passion. C'est quand même une signature unique. Il n'y a que nous qui faisons ça au monde. Et une finale, ça ne joue pas grand-chose. On va peut-être revoir l'image avec cet essai. On va le revoir, cet essai. C'est un petit coup de pied par-dessus. Franck Ménel. Je ne suis pas persuadé qu'il y avait essai, moi. Mais ça se nourrit de ça aussi, le rugby, hein. Oui, à l'époque, c'était important. Hein, parce que sur le coup, on peut en sourire maintenant, mais sur le coup, quelle douleur. Non, oui, ça fait partie de l'éducation aussi de notre sport, hein, de cette tolérance et savoir accepter ça. Mais pas toujours, mais bon, voilà, c'est le respect du monsieur que tu décrivais tout à l'heure, qui était l'arbitre. Je trouve que c'était quand même, non, c'était tout à leur honneur. Ça se termine bien en plus, donc, mais. Grosse responsabilité. Ouais. Alexandre, on voit ça, on en sourit de ces images. Mais ce qu'on retient, c'est la ferveur qui existe dans ces années-là avec le public. Vous, à Clermont, vous vivez ça aussi. Il y a le partage avec le public toujours. Oh, il y a un énorme partage à Clermont, c'est sûr. Mais là, ce qu'on voit, c'est avant le match, cette liesse qui est populaire. Presque, on se demande, est-ce que le match a déjà eu lieu? Oui. C'est quelque chose de fou. Donc, maintenant, on ne peut plus retrouver, à cause des contraintes sécuritaires qu'il y a dans les différents stades, mais heureusement, on garde quand même cette âme, cette énergie après les matchs, et nous, on l'a très bien vécu il y a 2 ans à Clermont. Et André, c'est vrai que l'équipe qu'on appelait les 30 Glorieuses, c'est Lourdes. Vous perdez la finale de 53 contre Lourdes. On menait 16-6 à 10 minutes de la fin, et la plupart des Lourdais étaient partis, avaient quitté les tribunes, et ils étaient persuadés que Mont-de-Marsan allait gagner. Moi, j'avais 18 ans à peine, j'ai joué contre Maurice Prat et Martine, qui étaient des seigneurs de l'attaque. J'ai passé un après-midi très difficile, mais à 18 ans, je ne me suis pas rendu compte que je perdais quelque chose de fabuleux. J'étais un gamin, quoi. Je suis rentré dans le vestiaire et je voyais des gens qui pleuraient autour de moi, des gars qui avaient joué avec moi, qui avaient 30 ans. C'était leur dernière chance. Alors j'ai pleuré comme eux, mais je ne savais pas pourquoi. Puis après, je me suis rendu compte que le bouclier de Brennus, c'était l'aboutissement de tout ce que fait une ville autour d'un club. C'est la passion
à travers des gens qui vous aiment et qui vous supportent. Mais ce que vous avez vu pour Mont-de-Marsan-Dax, c'est particulier. Rentrer sur le terrain, 500 ou 600 spectateurs de Mont-de-Marsan et de Dax, ils faisaient la fête ensemble, c'était formidable. On ne peut plus le faire maintenant. C'est la rigueur, ça devient presque le football, ça m'énerve un peu. J'aime beaucoup cette convivialité. On ne la voyait pas d'ailleurs, nous on allait être acteurs, mais je trouve que c'est une ambiance formidable de bonheur pour les deux supporters avant la victoire ou la défaite. Parce que la défaite, c'est quelque chose de terrible. Alice Guillaume, elle fait partie de l'histoire. On avance un tout petit peu. Et c'est vrai qu'ensuite, eh bien, il va y avoir la décennie Béziers qui a marqué son époque. Et à l'époque de Béziers, il y avait aussi Guy Lux et il y avait aussi Sheila. On regarde. On chante absolument une chanson que tous les Français chantent dans les stades, c'est Allez Béziers, allez la France, allez Béziers, allez la France, allez Béziers. Les années 70, celle de Sheila chez Guy Lux, celle du grand Béziers de l'entraîneur Raoul Barrière. Merci. Vous y allez comme des branques, alors vous savez plus où vous jetez le ballon et vous savez plus ce que vous faites. Appliquez-vous. Allez. Doucement, doucement. Allez, montez. Doucement. Allez, Richard. Oui. Voilà, oui, doucement, Yvan. Doucement. Les deux ballons à deux mains. Encore, à deux mains. Allez, encore. Vas-y, droit. Encore dans la main, encore. Là, on n'a pas lancé, Jean-Pierre. Il fallait donner encore. Ça repart. Voilà, oui, ça y va, là. Allez, ça part. Ça part, là. Bien. Accordé. Il y a davantage de maturité, il y a beaucoup de choses qui ont un jeu, une prise de conscience collective. Et je crois grâce à Raoul surtout, Raoul Barrière, qui a beaucoup étudié le sujet, qui nous a fait comprendre à tous la façon de jouer, comme il l'entendait, nous l'avons tous accepté. Et regardez ce départ de Astre, tout va partir de là, car ça part de là, de presque la ligne de but. Regardez le travail de là, c'est fabuleux. Il donne à Martin donne à Palmier donne à Sénal qui a fait une grosse partie, Sénal. Tous sont là-bas, tous les avants touchent là-bas, c'est Martin maintenant. Martin donne à Fabre. Fabre continue toujours, et c'est Paco le dernier servi qui marque. Fantastique, 10 joueurs ont touché la balle, un essai de 80 mètres. Regardez la fin de cet essai. La joie de Cantoni. C'est vraiment formidable, quoi. Il y en a qui disent jouer à Béziers, ça va être intéressant, surtout derrière, parce que devant ils gardent toutes les balles et derrière vous n'avez pas avoir de balles. Enfin, je trouve que quand même, moi, je jouais 3 carrés, puisque j'ai joué 3 carrés en début à Béziers. Nous n'avions pas l'équipe qui tournait aussi bien que maintenant, mais enfin, je me suis aperçu quand même que j'ai fini premier marqueur avec Morlas français. Donc c'est que les ailiers touchaient les balles et que je crois que maintenant ils en touchent autant qu'avant. Béziers, c'est 10 titres en 13 ans. Il donne derrière à Escambre, et Escambre magnifiquement va plaquer. Et alors derrière cet essai, vous allez avoir le deuxième temps de l'envahissement, le voilà. Il y a des milliers de joueurs, de supporters qui rentrent. Moi, devant une centaine. 1983, c'est le regretté Pierre Lacan qui brandit le trophée au parc. Car désormais, on monte à Paris pour la finale. Hier soir, les uniformes rouges et bleus de Béziers, blancs et bleus d'Agen font passer les autres, ceux qui ne sont pas déguisés, pour des originaux. Je crois qu'ils sont motivés. Ils sont motivés, ils vont gagner, vous allez voir. C'est quoi ça? Monsieur, j'ai constaté qu'il y avait 3 fois plus de supporters biterrois que de supporters agenais. Pour quelle raison, d'après vous? Parce qu'on a un abonnement à l'autoroute pour monter. On les croit. Et on va gagner. Non, attention, hein, pour oublier. Hein. Il parle de Bayonne. Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. 1984, la plus disputée des finales jouées au Parc des Princes. Béziers rencontre Agen et à quelques minutes de la fin du temps réglementaire, les deux équipes sont à égalité. Ce drop de mode s'écrase sur le poteau. 4 minutes plus tard, Vachier serre Escande qui tente sa chance des 50 mètres. Mais le ballon subit le même sort. Et c'est le sort justement qui désigne le vainqueur ce soir-là. À la fin du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes sont toujours à égalité. Pour la première fois, le titre se joue au tir au but. Bernard Viviès, qui a tout réussi jusque-là, manque son coup de pied. Béziers remporte donc le bouclier de Brennus pour la 11e fois de son histoire.
On voit la joie des Biterrois derrière nous, Daniel. Ces années-là, les années Béziers, on parlait de la machine Béziers parce qu'il y avait de la puissance. C'était issu d'une équipe championne de France Réchelle en 68, cette équipe de Béziers. Hein. Oui, Béziers a toujours eu dans sa culture et dans son histoire une très grande robustesse qui s'est trouvée comme ça rayonnante pendant la décennie 70 à 80. Quoi. Ils ont 10 titres, vous le savez. Et ils se sont appuyés sur une agressivité hors norme, sur un paquet d'avant remarquablissime, sur une technique du jeu d'avant essentiellement. Quoi. Quand même, il y avait une petite psychologie un peu néandertalienne qui était d'abord on fracasse et après on construit. Tu vois, Béziers a été comme ça 10 fois champion, mais ils ont aussi eu dans cette époque-là une capacité à construire du jeu de très bon niveau et quelques joueurs notamment derrière qui étaient quasiment des hors normes. Quoi. Béziers a marqué incontestablement l'histoire. Simplement en marquant l'histoire, ils ont marqué aussi pendant un certain temps le rugby français qui s'était un peu assoupli dans sa créativité. Quoi. Guy, vous avez vu de près Béziers parce que vous perdez une demi-finale contre Béziers en 78. Oui, moi j'ai eu, malheureusement, j'ai vécu ces années-là. J'ai joué de 75 à 88, donc j'ai subi les Biterrois, tels que tu le racontes, pendant de nombreuses années. Et on perd de très peu en demi-finale en 78 et je perds aussi une finale en 80 contre eux sur une dernière passe. Ça se joue à 3 fois rien, mais on avait encore perdu. C'était la machine biterroise qui quelquefois nous tirait les cheveux dans les regroupements et ça faisait vraiment très mal. Alex, c'est vrai que quand une équipe gagne, il y a de la confiance qui arrive et forcément ça joue sur la psychologie de l'adversaire aussi. Ouais, bien sûr, ça se cultive et ça a un poids dans la confiance mais ça a aussi un poids dans l'approche psychologique de l'équipe adverse. Quand on rencontre une grande équipe qui est habituée aux phases finales, habituée à gagner, on se dit toujours que voilà, on sait où est-ce qu'eux mettent les pieds, nous, c'est plus compliqué. André, vous regardez ça, vous avez fini la carrière là, ces années 70. Comment vous les percevez? Ben moi j'ai connu l'époque lourdaise, après j'ai vécu l'époque biterroise. Au départ j'étais pas passionné par leur jeu quand même. Parce qu'on fracasse avant de donner le ballon aux 3 quarts. Mais les 3 quarts ont été moins mauvais qu'on le croyait, parce que c'était de bons finisseurs. Il suffisait qu'ils arrivent à marquer des essais, c'était pas mal. Mais après, j'ai connu l'époque toulousaine et je trouve formidable la passion interne de Guy. Parce qu'il n'expose rien. Toujours, c'est des mystères. Personne ne connaît on sait ce qu'il a en tête. Il le sait, lui. Mais nous, on ne le sait pas pour l'équipe de dimanche. Il a toujours la même passion depuis des années. Le même motif de satisfaction qu'il garde en lui. Ça, c'est beau. Moi, je trouve que ce qu'il fait, c'est passionnant. Mais je trouve qu'il est passionné et qu'il donne la passion aux autres, à ceux qui l'entraînent. Parce que les joueurs de Toulouse ne sont plus les mêmes. Depuis des années, il y a toujours l'esprit de la gagne, l'esprit d'être un vainqueur de championnat. Montferrand, qui a gagné l'année dernière, cette année, ils sont arrivés la fleur au fusil. Peut-être pas la fleur au fusil, mais en fait, ils étaient favoris cette année. Et être favori, c'est quand même très difficile. C'est ce que subit Toulouse depuis des années. Et ils arrivent à gagner quand même. Ça, c'est beau. Je te le dis, je te l'ai jamais dit comme ça. Je te le dis avec plaisir. Mais Guy, c'est sympa? Non, mais je suis honoré, surtout de sa part, parce que c'est quand même... il a marqué l'histoire de notre sport. Voilà, c'est un exemple pour nous tous. Donc, s'il ressent ça, et j'ai l'impression qu'il le ressent, ça me touche énormément, bien sûr. Ouais. Moi, je voudrais votre avis. J'ai toujours la sensation qu'il y avait quelque part une approche un peu du jeu sur le rugby du Sud-Ouest et une approche un peu du combat sur le rugby du Sud-Est. Il m'a semblé. Il semblerait que le bord de Méditerranée ait une appétence un peu particulière pour le combat. Tu vois, Béziers, Narbonne, Perpignan, Toulon, il y a des cultures très orientées vers... Nice aussi à l'époque, on a vu ça. Oui, Nice qui était un enfant du terrain, voilà, ouais. Mais de tradition, le bord de Méditerranée, qu'il soit Qatar ou Provençal, il y a une authentique culture. Mais la montagne auvergnate a quand même historiquement eu un appétit marqué à travers le temps. Le monstre à 16 pattes, les enfants d'aujourd'hui sont quand même pas des enfants malades, aucun ne te fait peine quand tu les vois. Il y a une rigueur et une capacité à créer. Maintenant, dans le Sud-Ouest, plus ventilé par tous les vents, notamment en grand carrefour toulousain, il y a une culture toulousaine, Agenais, Montois, les Landais, une culture qui était sans doute un peu plus, je n'ose pas dire épanouie, mais qui a intégré plus de paramètres. Les équipes du bord de mer étaient honnêtement très orientées vers le défi physique comme un élément de stratégie dominante, quoi. Les Toulousains, depuis toujours, sont peut-être capables de tout faire, ce qui fait aussi d'ailleurs qu'ils sont les numéros 1. On va revoir une image, parce que l'épopée de Béziers, elle commence en 1971. L'image, on va la voir, c'est la blessure de votre frère André Herrero. C'est une finale Béziers-Toulon que vous jouiez. On vous voit là, au bord du brancard, Daniel. Ça, c'est une finale marquante. Hein.
Quand tu te fais couper en tranches, ça te marque toujours. D'ailleurs, ça te marque pour le restant de tes jours. C'est une finale qu'on perd petitement après prolongation. Les Biterrois sont à l'orée de leur grande aventure. C'est leur premier titre. Sur cette action. Ouais, alors, la première action, c'est quand même mon frère qui a pris 2 coups de pompe et qui est resté par terre et qui va quand même très largement imputer son collectif. Et puis après, les Biterrois vont marquer un bel essai avec une relance absolument sublime de Jacques Cantoni, un essai en bout de route comme ça, qui nous crucifie. Et une petite manchette malencontreuse sur Cantoni qui va... Vous pensez qu'il y a manchette ou pas? Je suis pas sûr, moi. On va la revoir, l'image, parce que je suis pas sûr qu'il y ait Jamie. Je sais pas s'il y a manchette ou pas. Spécialiste. C'est un réflexe. C'est un mauvais réflexe. C'est un mauvais réflexe, mais au demeurant, ça nous est très préjudiciable parce que c'est à 60 mètres de notre ligne, un 2 contre 1, jamais un 2 contre 1, tu prends le porteur du ballon, tu as 60 mètres pour flotter et pour te replier. Là, en l'occurrence, elle nous est préjudiciable. Les replis, peu importe. Mais là, nous parlons d'une époque néandertalienne. On n'a jamais su qu'il y avait... Si l'arbitre avait sifflé la pénalité contre nous, nous étions champions, je vous signale. C'est qu'il avait blessé ton frère. Non, mon frère André n'avait pas ce tempérament-là, non. Non, qu'il avait blessé là. Ah, alors ça c'est autre chose. Mon frère André, en début c'est un mystère là-bas, Béziers. Bon, de fait, un joueur, sans doute en trébuchant, il a cassé 2 côtes pleines, ce qui, quand tu vois le buffle que c'est, il a dû trébucher avec un certain appétit, quoi, tu vois. Mais ça nous est resté dans la conscience, parce que à l'époque, il n'y avait pas de remplaçant. Voilà, il était de tradition à Toulon que si nous avions un adversaire qui nous éliminait délibérément un joueur, comme ça, ou l'arbitre sanctionnait ce qui était a priori légitime, ou nous étions chargés quand même de rectifier le nombre. Voilà. Et dans notre histoire... Dans notre histoire, ça nous est resté un peu en travers parce que nous n'étions pas... C'était pas trompé d'homme, quand même. Mais les Biterrois avaient des intelligences stratégiques parfois qui pouvaient être subtiles. Ouais. Allez, on continue la petite aventure. Forcément, il y a des sagas, puis il y a aussi des images un petit peu marquantes dans l'histoire de ce Brennus. On va en voir quelques-unes et on commence forcément par Clermont qui a marqué les finales. Qui ne saute pas n'est pas ouvert. On y a. Qui ne saute pas n'est pas ouvert. Dans la vie, il y a 3 couleurs. Le jaune, le bleu, le jaune et bleu. Comment ne pas évoquer l'AS Montferrand et ses 10 finales perdues, comme celle de 1970, 3-0 contre la Voulte, des équipes malheureuses, des grands joueurs aussi. 1992, Serge Blanco est au Parc des Princes. 60 mètres, c'est pas peu de choses. Oh, le long coup de pied de Blanco qui va... Oh, phénoménal! Son seul talent ne suffit pourtant pas ce soir-là, les Toulonnais sont plus forts. Oh, une très grosse domination toulonnaise qui va se concrétiser par un essai. Essai de repos. Le Racing Club de Toulon remporte la finale du centenaire sur le score de 19-14. Sur la pelouse, Serge Blanco tire sa révérence. Un tour d'honneur sans bouclier pour son dernier match avec Biarritz. Un bouclier que l'arrière international n'aura jamais gagné au cours de sa carrière. 1998, c'est la première finale au Stade de France. La résurrection d'un club centenaire, le Stade français, large vainqueur de Perpignan. Ça ne veut pas passer, Mitton, Juillet, est-ce que ça va finir par passer? Combat, La joie parisienne, la détresse des Catalans, finalement sacrés en 2009, 54 ans après le dernier titre de l'USAP. Ça donne quelque chose. Et on a appelé avec Marty, avec Porical qui redresse sa course, qui trouve Marty, et Marty qui va marquer l'essai. Voilà Perpignan qui marque son premier essai. Qui joue au rugby et qui marque. C'est fini. C'est fini. Victoire de Perpignan qui s'impose 22-13. Premier titre depuis 1955 pour l'USAP. C'est de la folie dans le camp catalan. 10e défaite en finale pour Clermont, Olivier Magne. Record absolu. 2010, c'est enfin au tour de Clermont. Fond de touche, ballon occupé par la penderie. Para avec Bon James qui attaque la ligne. La sautée pour Rougerie, c'est bien fait ça. Rougerie qui a un peu d'espace, qui décale maintenant pour Anthony Ploche. C'est bien fait, Anthony Ploche qui cherche le soutien avec Bon James, on est là. Le crochet de Bon James, Bon James, t'as vu sur Farioum. À 5 minutes, le premier mouvement d'envergure de l'équipe de Clermont avec Cadmore. La charge de Jamie Cadmore. Garde le ballon avec Para intérieur pour Nalaga. Essai
essai, premier essai de cette finale par Napoléon Alaga. Mais quelle action on va revoir à la combinaison parce qu'elle était belle. Et c'est fini. Et c'est fini. Clermont, enfin champion de France. 11e finale pour Clermont. Premier titre. Les images parlent toutes seules. 100 ans qu'on attendait. Je croyais que j'y verrais jamais, moi. Le bouclier, le fil 10 du rugby français et pour Clermont, vainqueur 19-6 de Perpignan, c'est fait. Enfin, la malédiction est terminée. Ce bouclier va s'installer pendant un an en Auvergne. Bravo Rougerie, bravo Clermont. Les images, Alexandre Audebert, vous étiez sur le terrain, forcément, hein, il fallait que ça arrive. Bien sûr, il fallait que ça arrive, et puis ça ravive beaucoup de souvenirs et beaucoup d'émotions qui sont pas si lointaines, mais bon, il fallait que ça arrive. Ça faisait la 11e finale de Clermont. On avait beaucoup travaillé, 4e finale d'affilée. Donc il fallait que ça arrive, là. C'était là ou jamais, quoi. Franck, le monde entier était content ce soir-là quand Clermont gagne. Ouais. Finalement, même si on a le respect pour Perpignan, qui a fait des efforts pour arriver là, mais... Ouais, non, il fallait qu'il le fasse un jour, quoi. Non, mais il fallait qu'il le fasse. Là, c'était trop lourd. Trop lourd pour tout le monde. Et non, c'est vrai que c'était une vraie joie. On se souvient que de ça. Moi, c'était quelque chose qui était important. Parce que, on le disait tout à l'heure, on parlait de ce rugby de montagne. On peut y associer Bourgoin, Grenoble. Sont aussi des mecs qui ont une humilité, qui devaient être remerciés un jour et qui devaient être célébrés. C'est le moindre des choses. Parce que, Jamie, vous étiez sur le terrain aussi. Vous n'avez pas disputé 5 finales, mais vous avez perdu combien de finales? 3? Oui, le 3 ans. Donc il est temps que ça s'arrête à un moment donné. Oui. Et on est tellement contents d'enfin arracher ce titre. Et même si c'est un peu difficile pour moi, en tant que Canadien, de ne pas vraiment comprendre toute l'histoire de le bouclier, mais de voir la joie sur le visage de tout le monde et surtout notre public. Le nombre de personnes que j'ai vues avec les armes aux yeux, ça touche vraiment. Et voilà, c'était un très très bel souvenir. Guy, j'avais lu, respect pour Vern Cotter, le travail de Vern Cotter, vous le chasseur, vous adressez au chasseur, un SMS à Vern Cotter, balle en plein cœur. Vous aussi, vous étiez observateur? Oui, parce que d'abord, on a toujours entretenu des relations vraiment sensationnelles, hein, que ce soit les joueurs entre eux et les staffs entre eux. Et bon, voilà, je ressentais ce que tout le monde, tous les gens du rugby peuvent ressentir ce soir-là. Quand on participe à des finales, on sait ce que ressentent, et qu'on a gagné et perdu, on sait ce que ressentent les perdants et ce que peuvent ressentir les vainqueurs. Donc on a évidemment un peu de peine pour Perpignan, mais on se dit ils ont été champions et que bon, ils ont eu leur tour, et on est tous quelque part derrière Clermont, parce que voilà, on a beau être quelquefois en concurrence, on est tous joueurs, on est tous entraîneurs, et on ressent tous les mêmes choses. On va avoir une image aussi qui a marqué, on parle de Clermont, mais il y a également le Racing, c'est en 1990. Regardez ce qu'ont fait les joueurs du Racing en finale. À la mi-temps, petite coupe de champagne avec Jean-Baptiste Lafont, avec Éric Blanc, qui est souvent avec nous sur TV5, avec Franck Ménel. Ça, Franck, il fallait le tenter quand même, ça peut se retourner contre vous, et vous l'avez fait. C'est de la dope, c'est de la drogue. Ça nous a boosté pour la deuxième mi-temps. Ouais, il fallait se booster aussi pour les prolongations. Jean-Baptiste Lafont, on joue debout avec Laurent Benezech, et ce sera l'essai de la victoire de Laurent Cabane. Ouais. Un bel aboutissement. Alors je vais faire le sale gosse, comme j'ai eu l'habitude de le faire à cette époque-là. Et elle était presque évidente, cette finale. Encore une fois, c'est très prétentieux ce que je veux dire, mais je garde un souvenir de la finale contre l'équipe de mon voisin de droite, qui était un truc spontané, absolument pas maîtrisé. On avait rien calculé en 87, et c'est bizarre, mais je crois que j'étais presque aussi content que Daniel d'avoir perdu cette finale. Vous aviez perdu, et je crois que les Toulonnais avaient invité les Parisiens pendant l'été, c'est ça? Oui, c'est assez de tradition quand même qu'il y ait un aller-retour post-finale. Mais quoique maintenant, je crois que ça s'est tari, mais la finale avait été superbe, l'esprit avait été remarquable. Et les Parisiens nous avaient rejoints sur
sur la côte pour festoyer, partager quelques turbulences. Et André, on a vu Serge Blanco, il y a de grands joueurs qui n'ont jamais été champions de France. Hein. C'est tellement difficile. Oui, mais on peut dire que ça leur manque quand même. Bon, honnêtement, j'ai fait une carrière internationale de 13 années, avec beaucoup de vacances de temps en temps, mais bon, je revenais toujours par hasard. Et puis, ces 13 années internationales, elles marquent moins que ce moment où vous offrez ce bouclier. Vous l'offrez pas à vous, vous l'offrez à toute une ville, à tous ces supporters qui depuis des années attendaient ça à Mont-de-Marsan aussi. Bon, ça a été un moment très chaleureux. Un match international, il vous appartient beaucoup plus à vous qu'aux gens qui vous aiment bien. Ils sont contents que vous allez jouer des matchs internationaux. Entre autres, les dirigeants pensaient surtout que vous n'ayez pas de blessures. C'était très important pour eux. Surtout que nous, à Mont-de-Marsan, on avait Darouille, mon frère, Doga. On partait à 4 ou 5 chaque fois. C'était une inquiétude très, très, très profonde pour les dirigeants. Donc, les matchs internationaux, ils appartiennent aux joueurs qui jouent, mais ils n'appartiennent pas à cet ensemble de gens qui vous supportent pendant des années. Et je peux dire quand même qu'on avait perdu aussi contre le Racing une finale. 59. Mais maintenant, je pense à des choses à cette époque, j'étais un peu naïf. Je l'étais moins plus tard. Mais on avait Ferras qui nous arbitrait et le Racing était dirigé par Leroux. Et j'ai marqué un essai en passant sur un drop qui avait été loupé. J'ai touché le ballon. Ferras n'a même pas regardé. Il a donné renvoi 22. Je me suis même pas mis en colère. J'étais pas coléré à l'époque, mais je m'aperçois rétrospectivement que ça aurait été difficile de gagner ce match avec cet entourage de ces deux personnages très très importants. L'antagonisme millénaire. Il faut le reconnaître. Ça. Après que jour on leur dise 70 ans après quand même. Toi. Non, ça m'embête un peu parce qu'ils sont plus là tous les deux. Mais bon, c'était la vérité. On était perdants au départ et on a perdu ce match. Et puis bon, quand on en gagne une autre, finalement on oublie. On oublie celle que vous avez perdue, mais c'est très malheureux de perdre une finale. C'est vrai que c'est un monde de partage, mais c'est un monde de partage où le partage parfois n'était pas très équitable. Il y a eu 3 ou 4 suspicions dans les grandes finales du championnat. Je pense à celle-là peut-être. 93. La 93 entre Grenoble et Castres qui laisse quand même un goût un peu amer entre Béziers et Nice en 84. Sinon il n'y en a pas énormément. Il reste ce que dit Dédé, notre maître à tous, que l'enthousiasme populaire. Non, une finale, c'est quand même la chaleur, j'aime pas trop le mot, mais d'un peuple. Et il y a quelque chose de très très lié avec ta racine, avec l'environnement dans lequel tu es. Et de fait, quand une finale, c'est le bonheur des autres. Quand tu es sur le terrain, 100 fois sur 100, ceux qui gagnent, 100 fois sur 100 dans le premier élan, ça se dédie, ça s'offre à tous ceux qui t'ont apporté amour et estime pendant la saison, quoi. Donc c'est la finale, elle te met une relation avec ton pays et quelque chose de fort, quoi. Allez, puisqu'on parle des finales, et notamment des finales gagnées, évidemment, Monsieur Guinoves, il faut s'arrêter sur la saga Toulouse, parce que depuis 1985, ce qu'a construit Toulouse, c'est exceptionnel. Et on voit ça en images. Ça se passe comme ça à Toulouse. Défilé en tracteur après le retour du Brennus dans la Ville Rose. Nous sommes en 1985, 38 ans après le dernier titre du club en 1947. Toulouse revient au sommet. 1985, c'est sans doute l'une des plus belles finales entre Toulouse et Toulon. Lance la contre-attaque. Ah oui, il échappe au plaquage de Doucet, Neves. Il prend le trou. Il a le boulevard, il peut donner le compte. Le compte pour Mazé. Mazé qui tient le soutien. Sigania. Sigania pour Charvet. Essai de Charvet. Apothéose de cette finale. Alors que nous jouons la dernière minute de la prolongation. 110 minutes de grand rugby, 8 essais. Cette finale de 85 reste dans les mémoires. C'est le premier bouclier pour Toulouse depuis 1947. Le début aussi d'une nouvelle ère. 1989, Toulouse toujours, Charvet encore. Au plus d'une course exceptionnelle, Denis Charvet marque l'un des plus beaux essais de l'histoire du championnat de France. Révolte à tous les niveaux, révolte. Vous avez entendu? On est dominé. Les mots de Jérôme Galion ne suffisent pas dans les années 80. Toulouse s'affirme comme la capitale du rugby. Toulouse, c'est 4 titres consécutifs à la fin des années 90. Le premier contre Montferrand en 1994. Celui-là pour la remise en jeu. Balle de Valmurin. Allez, là c'est l'inverse de tout à l'heure. C'est le pack de Toulouse qui a pris la balle de mer et qui sur le môle progresse.
Il reste maître d'œuvre. Ils vont libérer pour Delo. Le pied de Delo, très haut. Attention, il y a du hors-jeu dans l'air, là non. Ntamak. Attention, c'est bien fait. Darley, essai. Il essaie. Essai de Jérôme Cazenbu. C'est un grand espoir. Attention le Delo. Il ne faut pas le connaître, le coco. Regardez Delo, ça. reste à l'ouverture. Regardez-moi ça. Et voilà, Delo dans ce jeu. Un essai de Cazenbu et un drop de Christophe Delo. Toulouse gagne finalement 22-16. Philippe Saint-André est assommé et c'est une nouvelle ère qui débute pour le Stade Toulousain. C'est la méthode Stade Toulousain qui fait le bonheur des supporters toutes générations confondues. Stade Toulousain, nom mythique du club le plus titré de France. 16 boucliers de Brennus et la première Coupe d'Europe en 1996. Pendant 7 ans, nous avons accompagné progressivement notre club vers le professionnalisme. Progressivement, petit à petit, dans tous les domaines. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons franchi un cap irréversible, nous sommes professionnels. Stade Toulousain, marque déposée qui s'affiche dans sa nouvelle boutique, 450 mètres carrés, sur 2 niveaux en plein centre-ville. À Toulouse, on s'habille Stade Toulousain, on mange Stade Toulousain dans la brasserie du club. L'évolution concerne également le terrain avec les travaux du stade pour porter sa capacité à 18 000 places assises et 36 loges partenaires. 18 titres de champion de France, 4 Coupes d'Europe. Toulouse, toujours parmi les meilleurs clubs français depuis 1993. Grâce à Guinoves, père de la méthode toulousaine professionnelle, grâce à Bru, Villepreux, Scrella, grâce à tous ceux qui ont bâti le plus grand club français de tous les temps. Monsieur Guinoves, on connaît le père de la méthode toulousaine, on parlait de Robert Bru bien entendu, et père de la méthode toulousaine professionnelle. On est entré dans une autre époque et rester au très haut niveau, très compliqué, mais vous y arrivez. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes encore au niveau finaliste, on va dire que c'est quand même pas le... Oui, voilà, on a encore peut-être un échelon à franchir ce week-end, mais c'est vrai que c'est le plus dur. C'est le plus dur, c'est lorsque le match se termine, et qu'on l'ait gagné ou qu'on l'ait perdu, mais souvent, enfin, dernièrement, une fois qu'on l'a gagné, c'est d'abord éprouver tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire toute cette joie, essayer de relâcher la pression, mais quelques heures après, se dire qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement on ne fasse pas comme finalement Béziers qui a dominé pendant 10 ans, parce que moi ce qui m'a marqué en fait, c'est l'époque Béziers, et j'ai subi Béziers pendant 10 ans, et après le premier titre que l'on a pu gagner avec Toulouse, je me rappelais très bien être allé voir mon président et lui dire attention, on a gagné, mais demain si on veut continuer à gagner, c'est maintenant qu'il faut se mettre à bosser. Et là on a effectivement passé la vitesse supérieure dans la formation, dans une façon d'aborder les années qui sont arrivées, et la compétition. On s'est vraiment remis en question d'année en année. On ne s'est jamais arrêté sur un titre gagné. Il ne faut jamais s'endormir. C'est la définition du champion, ça, d'arriver à toujours se motiver, toujours. Se sublimer. Quel est Guy, là, sans dévoiler le secret, parce que tu le garderas, mais la part de l'esprit du club au sens large du terme, c'est-à-dire que tu mets le nez dedans, tu vas voir les pitchounes, tu es très impliqué très tôt dans ce club. Mais là, si tu veux, le président m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer justement la formation. Il faudrait que tu leur donnes l'esprit de la gagne, parce qu'il paraît que j'arrive à insuffler cet esprit-là. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais vous vous foutez de moi. L'esprit de la gagne, tu mets un maillot de rugby, un enfant a envie de gagner. Tous les enfants ont envie de gagner, quel que soit le maillot. Par contre, si tu leur donnes des outils pour gagner, si tu leur donnes des moyens de travailler, de progresser, peut-être qu'à ce moment-là, ils pourront gagner s'ils ont l'esprit. Donc là, aujourd'hui, c'est un secret pour personne. Cela fait 2 ans, on vient de terminer la seconde année, où j'ai fait un constat. Les jeunes joueurs du rugby, pendant que le jeune nageur est dans l'eau tous les jours, le jeune joueur de rugby s'entraîne le mercredi et joue le samedi. Et ensuite, on veut lutter contre les Néo-Zélandais qui font du rugby tous les jours. Donc, je réponds à ta question. La remise en question ces derniers temps est axée sur la remise en question de la formation des jeunes. On a mis en place un système qui fait que nos jeunes joueurs sont passés de 1 à 3 entraînements encadrés par semaine. Et parallèlement, on est en train de construire un nouveau centre d'entraînement qui est en train de sortir sur nos terrains d'entraînement. Donc tout est lié.
la formation, l'esprit, donner les outils aux jeunes pour leur permettre de devenir les meilleurs, évidemment bien les encadrer, mais aussi leur donner le moyen matériel. Donc c'est un tout. Je m'ai donné dans tout parce que ma formation est une formation d'éducateur, de prof d'éducation physique dans un collège pendant 21 ans. J'ai réussi à gagner 5 titres champion de France avec ces gamins dans le collège à Pibrac. Parce que les gamins faisaient de l'UNSS, ne s'entraînaient pas que le mercredi, je les entraînais tous les jours entre 1h et 2. Donc on dépassait tout le monde parce qu'on travaillait davantage. Daniel, vous êtes au début adversaire de Toulouse, avec Toulon, finaliste en 85, en 89 battu par Toulouse. Donc vous avez vu la naissance. Oui, le club est déjà très structuré de Toulouse. Hein. Ils ont déjà 6 ou 7 internationaux en titre depuis plusieurs saisons. Ils émergent pas comme ça. Ils avaient fait une finale en 90, mais c'est vrai que là, il y a un 80, pardon. Là, nous sommes en 85. Et il y a incontestablement un renouveau, d'hommes et de joueurs, et ils produisent un jeu très très volumineux. Je pense même probablement dans la période peut-être en pic le plus créatif. Ils ont un jeu extrêmement varié, ils sont quasiment dangereux dans tous les secteurs, à la fois sur le combat, à la fois sur le mouvement, à la fois sur la relance, à la fois dans l'initiative individuelle. Il y a franchement à ce moment-là, ce qui fait d'ailleurs que la finale 85, elle est superbe. Toulon s'aligne un peu avec ses moyens, je dirais, quoi. Mais j'ai mémoire, moi, et on disait parfois seule la victoire est belle. Quelle anomalie de réflexion, quoi. Moi, je sais nous être, quand on s'est incliné ce jour-là, tu vois, avec à la fois dignité et que nous avons été très très fiers d'avoir participé à un aussi bel événement et qu'il n'y avait pas de honte à être battu par une équipe aussi superbe, quoi. 89 a un peu moins de niveau, mais Toulouse arrive à émerger. Ce qui va faire évidemment la grande qualité, c'est comment ils vont ventiler leur groupe, continuer à recruter quand même, recruter très jeunes, former à tous les niveaux, accompagner effectivement. Il y a probablement et de la méthode et de l'esprit, ce qui fait qu'ils traversent la fin du siècle toujours souverain, quoi. Et un peu de qualité de jeu, hein, Alex, parce que vous avez perdu des finales contre Toulouse, vous avez vu un petit peu. Toulouse, à ce début-là, titulaire d'un jeu remarquablissime, la décennie 90, ils ont 4 titres d'affilée, mais ils ne gagnent que sur leur mêlée, que sur leur buteur. Tu vois, il y a une période où ils sont honnêtement très orientés vers la quête de performance en fonction des attributs qu'ils ont, quoi. Et puis ils redeviennent un peu plus volumineux sur le début des années 2000. Alex ? Toulouse référence. Toulouse est, moi, dans mon rugby professionnel à moi, ça a toujours été le club référent du professionnalisme, du passage à ce monde pro, comme l'a dit, c'est les outils qu'ils ont su mettre en place avant tout le monde, les structures qu'ils ont mis en place avant tout le monde. Ça sort pas du chapeau, c'est pas par hasard qu'on a autant de titres, autant de réussites. C'est beaucoup de boulot, beaucoup d'abnégation et voilà, c'est un grand coup de chapeau, quoi. André, on se retrouve quand même dans le jeu toulousain, dans le jeu debout. Elle fait que tous les gosses ont envie de jouer, de porter le maillot de Toulouse. Tous les gosses de mon temps avaient le maillot de Lourdes dans leur tête. Et en ce moment, ils ont le maillot de Toulouse. On amène les enfants pour jouer à Toulouse. Et même si ne savent pas où ils vont à Toulouse, les parents les amènent. Ça, c'est fabuleux. Je sais que cet esprit, pour arriver à le créer, ça a été un travail de longue haleine, quoi. Maintenant, Toulouse est la référence du rugby. Moi, je voudrais qu'il continue à jouer toujours aussi bien. Eh ben, est-ce que qu'on aimerait ? J'ai peur qu'il flash un peu. Ça me tourmente un petit peu. Moi, je m'arrange bien parce que tout le monde dit que tout le monde nous voit en train de flancher. On était loin d'être les favoris. Alors, ce que je voudrais dire plus sérieusement, moi, je suis assez fier d'avoir créé une nouvelle profession finalement dans cette période-là. C'est l'arrivée des préparateurs physiques, puisque les années dont tu parles, les années 93, 94, les 4 tirs d'affilée, on gagnait souvent lors des secondes de mi-temps. On était souvent en difficulté au début et finalement on prenait l'ascendant. Ça a été le cas contre Montferrand et contre tous ces Castres, etc. On prenait l'ascendant en seconde de mi-temps parce que physiquement, on était mieux préparé. Et moi, venant de l'athlétisme, j'avais fait venir au club, j'étais le premier à avoir fait venir au club, un garçon qui s'appelait Dominique Hernandez, ancien champion de saut en hauteur, et à qui j'avais confié des entraînements de travail physique. Voilà, parce que j'étais issu de cette filière athlétique et donc du coup on a travaillé plus tôt que les autres dans cette dimension-là. Ça a été repris par Brive plus tard, qui a été d'ailleurs champion d'Europe cette année-là. Et ensuite, aujourd'hui, le préparateur physique, je crois que tous les clubs n'ont pas un préparateur physique, mais en ont quelquefois 2, 3, et même les clubs de seconde division, voire de fédéral. Donc c'est un nouveau métier, parce que les joueurs de rugby, qui à l'époque étaient des joueurs de rugby, qui s'est quelquefois un peu allés, au physique un peu bedonnant, etc.,
aujourd'hui sont de véritables athlètes. Et il a fallu savoir s'adapter et anticiper là-dessus aussi. Changer aussi l'esprit du rugbyman. Mais l'esprit, il est toujours là. Il était là pour pas d'essai. Il était là quand même, l'esprit du rugby pour les demi-finales. Un petit retour sur ces demi-finales 2012. L'équipe de Toulouse qui a Maestri Poitrenaud au pied. Un ballon qui est récupéré par Gelé avec Tekori. On n'est pas revenu à l'avantage. Max Evans qui va marquer un essai de 60 mètres. Essai de Max Evans, non, il n'a pas marqué, il n'a pas aplati. Oh, le sauvetage incroyable. Et là on revoit Vincent Clerc, joue très bien. Quelle action de Vincent Clerc là, en se retournant, et il peut pas. Il tient en plus. Il peut pas. Il n'y a pas essai. Non. Et ça fait 18-15 pour Toulouse qui reprend le score grâce à son buteur néo-zélandais. Voilà la sirène. C'est fini en avant de Borman. Voilà. Il y aura du rouge et noir la semaine prochaine au Stade de France. Entendez l'atmosphère du stade. Et on part auprès. Les Toulonnais qui pilonnent les Montferrandais. On est au sol, tout près de l'embut, Ilius Bord. Il va. Premier essai de ces phases finales. Ballon arraché par Rougerie. Apparemment, il y a eu un erreur, mais il revient à la pénalité. Le ballon avait été arraché par Rougerie. Oui. Là, on revoit l'action. Ilius Bord, fête de passe. Et là, c'est Aurélien Rougerie qui tape un petit peu sur le ballon. La pénalité de la victoire pour Wilkinson. À moins de 3 minutes de la fin de la partie. Wilkinson, ça passe, et bien Toulon reprend l'avantage et mène 15-12. La réaction de Mourad Boudjelal. Les grands champions dans les grands moments. En cas de réussite, Para, on voit clairement en prolongation. Para, ça ne passera. Si, ça passe. Ça passe, non, ça passe pas. C'est Toulon qui va à Paris. Voilà. Victoire de Toulon, 15-12 face à Clermont. Énorme sensation, pas d'essai, mais les Toulonnais qui sont absolument fous de joie. Jamie Cudmore, vous étiez sur le terrain, donc ces Toulonnais, ils sont comment? Ils sont tendres, ils sont croquants, ils sont croqueurs? Ouais, mais je pense pas qu'ils sont tendres, mais non, ils ont bien joué avec le météo et dans le jeu ils étaient réalistes et voilà, nous on n'était pas très bien sur le jour-là et voilà, on est perdu et félicitations à la Toulonnais. Et on va oublier les demi-finales, même si c'est difficile. Et on va se projeter sur la finale, Guy. Une finale Toulouse-Toulon, on dit une finale vintage, on a parlé des Toulouse-Toulon des années 80, mais là, ça sera complètement différent. L'équipe puissante, Toulon. Vous avez parlé à votre mêlée cette semaine à travers l'équipe. Je sais pas trop ce que j'ai fait. En fait. Je sais pas trop ce que j'ai fait les semaines de finale. Je sais plus trop ce que j'ai fait. En fait. Et à la fin, vous gagnez quand même souvent. Mais je me souviens effectivement qu'on a subi les Toulonnais lors du dernier match à Mayol, où ils nous ont laminés, notamment en seconde mi-temps. On a été humiliés sur ce terrain. Et c'est vrai que c'est compliqué pour nous. Ça sera compliqué, mais on va quand même essayer. On va essayer de s'accrocher. Je suis sûr que vous allez essayer de gagner. Daniel, il est gentil, Guy, parce qu'il va essayer de gagner quand même. Je ne sais pas s'il est gentil. Il fait une analyse qui laisse comprendre qu'il a du respect pour l'adversaire, ce qu'il honore. La réciproque doit être vraie. Tu vois. Si l'analyse laisse penser que la dernière visite à Toulon a laissé quelques traces affectives et morales qui pourraient donner, tu vois, une volonté de rébellion légitime pour une finale quand même. Hein, alors, tu vois. Et tout le monde sait qu'effectivement Toulon a quelques attributs dans la puissance et que les Toulousains, a priori, pas endormis qui sont dans l'analyse, vont essayer de s'aligner dans le secteur au moins de la conquête et du combat. Après, est-ce qu'il y aura des intentions de jeu de part et d'autre? Ça, je ne sais pas. Mais tout le monde sent bien que sur le plan de l'engagement physique et sur le plan du combat, il devait y avoir une densité respectable. Ouais. Alexandre Debert, quand une équipe a été dominée il y a un mois, forcément, les joueurs, ils se disent, il faut qu'on rattrape le truc. Ouais, il peut y avoir cet esprit de rébellion et de révolte, mais là, sur une finale, ça s'est dépassé complètement. Là, quand on est en finale, tout ce qui s'est passé avant, je dirais qu'on fait table rase du passé. Par contre, je me doute qu'ils vont chacun bien préparer leur match sur les demi qui ont été produites et pour cibler au plus juste
là où ça pourra faire mal. Et où ça peut faire mal, à votre avis, Franck ? Daniel et Guy en ont très très bien parlé. Ils ont des armes historiques, le jeu d'une part, et puis comment tu dis, l'engagement. Les attributs. L'engagement, il y a un esprit de combattant qui est charmant. En tout cas, moi, charmant. Je joue derrière. J'ai toujours vu ça de loin. Mais c'est vrai que dans le rugby, c'est un truc qu'on. On peut pas l'attribuer. C'est pas attribué à la connerie, cet engagement de Toulon. C'est culturel. C'est la côte. C'est ce que tu disais. Et c'est assez dangereux quand même. C'est à considérer très sérieusement parce que c'est sur l'instant d'une finale. Je pense que la pression est plus du côté de Guy et de ses joueurs parce que c'est vrai qu'ils ont sur le papier ils sont favoris, mais voilà, sur rugby il y a des incertitudes qui sont magiques, mais comme le disait Guy, chacun va aller chercher sa motivation voilà, sur le papier, et puis sont des mecs qui ont une expérience phénoménale, donc ils savent gérer ça. C'est quelque chose qui nous échappe un petit peu, nous les anciennes générations. Enfin, je parle pour moi, Guy. Mais le Dédé, pardon, je mélange, mais on avait d'autres moyens de se motiver à l'époque. Aujourd'hui, Guy a insisté tout à l'heure, sont vraiment des machines de guerre et sont des mecs qui sont préparés physiquement. On pouvait faire flancher une finale psychologiquement à l'époque. Aujourd'hui, même si à mon avis, je pense que tu continues de penser que l'aspect psychologique est fondamental, il se réduit quand même parce qu'on a des joueurs exceptionnels physiquement, enfin des bêtes de... Non mais nous, on peut pas dire si on va gagner évidemment, mais on sera prêt. Voilà. Ça c'est une vérité. C'est une vérité là, sur le terrain. Ça passe vite. Vous l'avouez, on sera prêt. Ouais. Voilà. Parce qu'une finale, il y a pas un d'entre nous qui a participé tous à une finale qui peut dire on peut passer à côté, on peut couper un ballon, on peut manquer un plaquage, mais l'homme que nous sommes, les hommes que nous sommes, lorsqu'on rentre sur ce terrain, 80 000 personnes, nos familles, nos amis, notre ville. C'est la fierté. Lorsque je suis en train de vous en parler, je suis en train déjà de me faire frissonner tout seul. Donc, je vois pas comment on est sur notre planète, dans une bulle tellement particulière que quel que soit l'individu qui est en face, qui sorte du vestiaire en bavant ou sans baver, on n'a peur de rien, donc on sera prêt. C'est incroyable. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Dédé off. Il disait. Et c'est un aveu, mais je suis d'accord avec lui. Quand tu joues un match international, tu es plus égoïste. Tu joues pour ta gueule à un moment donné. Tu joues un petit peu pour toi. Quand tu joues un match de club, une finale, tu joues pour les autres, mais à la vie et la mort. J'en suis sûr. Mais dans un match c'est pas bien, c'est dur d'avouer ça. Dans un match international, quelque part, quand tu as perdu en tournée ou autre, tu dis bon, est-ce que j'ai fait un bon match ? On a perdu. Quand tu perds avec ton équipe, tu te fous je me permets de dire ça, mais des fois, tu te fous de faire un mauvais match. Mais si l'équipe a gagné, tu partages ta joie avec les autres et c'est pas très important d'avoir fait un mauvais match. En sélection, c'est différent. Et messieurs, tu rentres dans ta vie après un match international, que tu es gagné ou perdu. T'as pas 3 gars qui t'attendent à la gare ou à l'arrivée. Tandis que à Toulouse, s'ils gagnent encore samedi, il y aura... Le Capitole. Est-ce que tu imagines pas Toulon? Je pense qu'il y en aura plusieurs connaître pas Toulouse, parce qu'ils sont un peu sevrés. Allez, la finale. Messieurs, la finale en tous les cas, ce sera à vivre, ce sera Toulouse-Toulon, ce sera à vivre sur TV5 Monde, la chaîne où le monde, il est parfois, assez souvent finalement, assez ovale. Salut à tous et à bientôt pour une prochaine magie et vive le rugby.